Histoire Jack le tueur de géants. Lorsque le bon roi Arthur régnait, vivait près du bout du pays de l'Angleterre, dans le comté de Cornouailles, un fermier qui avait un fils unique appelé Jack. Il était vif et d'un esprit vif, de sorte que personne ni rien ne pouvait l'empirer. À cette époque, le mont de Cornouailles était gardé par un énorme géant nommé Cormoran. Il mesurait 18 pieds et environ 3 mètres de tour de taille, d'un visage farouche et sombre, la terreur de toutes les villes et villages voisins. Il vivait dans une grotte au milieu du mont, et chaque fois qu'il avait besoin de nourriture, il se dirigeait vers le continent, où il se procurait tout ce qui se présentait sur son chemin. Tout le monde, à son approche, sortait en courant de ses maisons, tandis qu'il s'emparait de leur bétail, ne se souciant pas de porter une demi-douzaine de bœufs à la fois. Et quant à leurs moutons et à leurs porcs, il les attachait autour de sa taille comme un tas de suifs. Il faisait cela depuis de nombreuses années, de sorte que toute la Cornouaille était au désespoir. Un jour, Jack se trouvait à la mairie alors que les magistrats siégeaient en conseil au sujet du géant. Il demanda: « Quelle récompense sera donnée à l'homme qui tuera Cormoran ? » « Le trésor du géant, disait-il, en sera la récompense. » Cause Jack. « Alors laissez-moi m'en charger. » Il prit donc une corne, une pelle et une pioche, et se dirigea vers la montagne au début d'une sombre soirée d'hiver, lorsqu'il se mit au travail et, avant le matin, avait creusé une fosse de 22 pieds de profondeur et presque aussi large. En le recouvrant de longs bâtons et de paille. Puis il y répandit un peu de terre pour qu'elle ressemble à un sol uni. Jack se plaça alors de l'autre côté de la fosse, le plus loin du logement du géant, et, juste au point du jour, il porta le corps à sa bouche et souffla: « Tantivy, Tantivy. » Ce bruit réveilla le géant, qui s'élança hors de sa grotte en criant: « Espèce de scélérat incorrigible, viens-tu ici pour troubler mon repos? Tu le paieras cher. La satisfaction que j'aurai, et celle-ci sera: je te prendrai entier et je vous ferai griller pour le petit déjeuner. » À peine eut-il prononcé cela qu'il tomba dans la fosse et fit ébranler les fondations mêmes du mont. « Oh, géant, dit Jack, où es-tu maintenant? Oh, ma foi, tu es maintenant entré dans l'Obspund, où je vais sûrement te tourmenter pour tes paroles menaçantes. Que penses-tu maintenant de me faire griller pour ton petit déjeuner? Aucun autre régime ne vous servira-t-il que le pauvre Jack? » Puis, après avoir tourmenté le géant pendant un moment, il lui donna un coup de pioche très violent sur le sommet de sa tête et le tua sur le coup. Jack a ensuite rempli la fosse avec de la terre et est allé fouiller la grotte, qui, selon lui, contenait de nombreux trésors. Lorsque les magistrats en eurent connaissance, ils déclarèrent qu'il s'appellerait désormais Jack le tueur de géants et lui présentèrent une épée et une ceinture sur lesquelles étaient écrits ces mots brodés en lettres d'or. « Voici le vaillant homme de Cornouailles, qui a tué le cormoran géant. » La nouvelle de la victoire de Jack se répandit bientôt dans tout l'ouest de l'Angleterre, de sorte qu'un autre géant, nommé Blunderbore, en apprenant la nouvelle, jura de se venger de Jack, si jamais il lui tombait dessus. Ce géant était le seigneur d'un château enchanté situé au milieu d'un bois solitaire. Or, Jack, environ 4 mois plus tard, marchant près de ce bois lors de son voyage vers le pays de Galles, étant fatigué, s'assit près d'une agréable fontaine et s'endormit profondément. Pendant qu'il dormait, le géant, venu chercher de l'eau, le découvrit et reconnut qu'il était le célèbre tueur de Jack le géant grâce aux lignes écrites sur la ceinture.
Sans plus attendre, il prit Jack sur ses épaules et le porta vers son château. Or, alors qu'il traversait un fourré, le bruissement des branches réveilla Jack, qui fut étrangement surpris de se retrouver dans les griffes du géant. Sa terreur ne faisait que commencer, car, en entrant dans le château, il vit le sol jonché d'ossements humains, et le géant lui dit que les siens ne tarderaient pas à être parmi eux. Après cela, le géant enferma le pauvre Jack dans une immense chambre, le laissant là pendant qu'il allait chercher un autre géant, son frère, habitant le même bois, qui pourrait partager le repas de Jack. Après avoir attendu quelque temps Jack, en se dirigeant vers la fenêtre aperçut au loin les deux géants qui se dirigeaient vers le château. Maintenant, se dit Jack, ma mort ou ma délivrance est proche. Or, il y avait des cordes solides dans un coin de la pièce dans laquelle se trouvait Jack, et il en prit deux et fit un nœud coulant solide au bout. Et pendant que les géants ouvraient la porte de fer du château, il jeta les cordes sur chacune de leurs têtes. Puis il passa les autres extrémités sur une poutre et tira de toutes ses forces pour les étrangler. Puis, quand il vit qu'ils avaient le visage noir, il glissa le long de la corde et, tirant son épée, les tua tous deux. Puis, prenant les clés du géant et ouvrant les chambres, il trouva trois belles dames attachées par les cheveux, presque mortes de faim. « Chère dame, dit Jack, j'ai détruit ce monstre et son frère brutal, et j'ai obtenu vos libertés. » Cela dit, il leur remit les clés et poursuivit ainsi son voyage vers le pays de Galles. Jack a fait de son mieux en voyageant aussi vite qu'il le pouvait, mais a perdu sa route, et a été plongé dans la nuit et a pu trouver n'importe quelle habitation jusqu'à ce que, arrivant dans une vallée étroite, il trouve une grande maison et, pour se mettre à l'abri, il prit courage de frapper à la porte. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'apparut un monstrueux géant à deux têtes. Pourtant il ne paraissait pas aussi fougueux que les autres, car c'était un géant gallois, et ce qu'il faisait était par méchanceté privée et secrète sous une fausse apparence d'amitié. Jack, après avoir raconté son état au géant, fut conduit dans une chambre, où, en pleine nuit, il entendit son hôte dans un autre appartement murmurer ces mots. « Bien que vous logiez ici avec moi cette nuit, vous ne verrez pas le géant. Lumière du matin mon club va vous briser la cervelle. » Dis-le ainsi, dit Jack. C'est comme un de vos tours gallois, et pourtant j'espère être assez rusé pour vous. Puis, sortant du lit, il déposa à sa place un billet dans le lit et se cacha dans un coin de la chambre. Au moment mort de la nuit, arriva le géant gallois, qui frappa plusieurs coups violents sur le lit avec sa massue, pensant avoir brisé tous les os de la peau de Jack. Le lendemain matin, Jack, riant dans sa manche, le remercia chaleureusement pour sa nuit d'hébergement. « Comment t'es-tu reposé ? » dit le géant. « Tu n'as rien ressenti pendant la nuit ? » « Non, » répondit Jack. « Rien qu'un rat, qui m'a donné 2 ou 3 claques avec sa queue. » Sur ce, très étonné, le géant conduisit Jack au petit déjeuner, lui apportant un bol contenant 4 gallons de pudding précipité. Réticent à laisser le géant y penser trop pour lui, Jack mit un grand sac en cuir sous son ample manteau, de manière à pouvoir y transporter le pudding sans qu'il soit aperçu. Puis, disant au géant qu'il lui montrerait un tour, en prenant un couteau, Jack ouvrit le sac et tout le pudding précipité en sortit. Sur quoi, disant, les probabilités crachent sur ses ongles, il peut faire ce tour lui-même, le monstre prit le couteau et, s'ouvrant le ventre, tomba mort. Or,
Il arriva dans ces jours-là que le fils unique du roi Arthur demanda à son père de lui donner une grosse somme d'argent, afin qu'il puisse aller chercher fortune dans la principauté de Galles, où vivait une belle dame possédée de 7 mauvais esprits. Le roi fit de son mieux pour en persuader son fils, mais en vain. Il finit donc par céder et le prince partit avec 2 chevaux, l'un chargé d'argent, l'autre pour lui-même. Après plusieurs jours de voyage, il arriva dans un bourg du pays de Galles, où il vit une immense foule rassemblée. Le prince en demanda la raison, et on lui répondit qu'on avait arrêté un cadavre pour plusieurs grosses sommes d'argent que le défunt devait en mourant. Le prince répondit que c'était dommage que les créanciers soient si cruels et dit : « Allez enterrer les morts, et laissez ces créanciers venir chez moi, et là leurs dettes seront payées. » Ils arrivèrent en si grand nombre qu'avant la nuit il ne lui restait plus que 2 pence. Or, Jack le tueur de géants, arrivant par là, fut tellement séduit par la générosité du prince qu'il désira être son serviteur. Ceci étant convenu, le lendemain matin, ils partirent ensemble pour leur voyage, quand, alors qu'ils sortaient de la ville, une vieille femme appela le prince et lui dit : « Il me doit 2 pence depuis 7 ans. Je vous prie, payez-moi, ainsi que le reste. » Mettant la main à sa poche, le prince donna à la femme tout ce qui lui restait, de sorte qu'après leur nourriture de la journée, qui coûta le peu de sort que Jack avait de lui, ils se retrouvèrent sans un sou à eux deux. Quand le soleil se coucha, le fils du roi dit : « Jack, puisque nous n'avons pas d'argent, où pouvons-nous passer cette nuit ? » Mais Jack répondit : « Maître, nous nous en sortirons assez bien, car j'ai un oncle qui habite à moins de 2000 de cet endroit. C'est un géant énorme et monstrueux à 3 têtes. Il combattra 500 hommes en armure et fera qu'ils volent devant lui. » Hélas, dit le prince, que ferons-nous là ? Il va certainement nous couper en morceaux d'un seul coup. Bien plus, nous sommes assez rares pour remplir une de ses dents creuses. Ce n'est pas grave, dit Jack. Je vais moi-même vous précéder et vous préparer le chemin. Arrêtez-vous donc ici et attendez mon retour. Jack s'éloigna alors à toute vitesse, et arrivant à la porte du château, il frappa si fort qu'il fit résonner les collines voisines. Le géant rugit comme le tonnerre. « Qui est là ? » Jack répondit. « Personne à part ton pauvre cousin Jack. » Il dit. « Quelle nouvelle de mon pauvre cousin Jack ? » Il répondit. « Cher oncle, lourde nouvelle. Bon Dieu. » « Je t'en prie, dit le géant. Quelle nouvelle lourde peut m'arriver ? Je suis un géant à 3 têtes, et d'ailleurs tu sais que je peux combattre 500 hommes en armure et les faire voler comme la balle devant le vent. Oh, mais, dit Jack, voici le fils du roi qui arrive avec 1 millier d'hommes en armure pour vous tuer et détruire tout ce que vous avez. Oh, cousin Jack, dit le géant, c'est en effet une lourde nouvelle. Je vais immédiatement courir et me cacher, et tu m'enfermeras, verrouilleras et barreras l'entrée, et garderas les clés jusqu'à ce que le prince soit parti. Après avoir sécurisé le géant, Jack alla chercher son maître, et ils se réjouirent de bon cœur pendant que le pauvre géant gisait tremblant dans un caveau souterrain. Tôt le matin, Jack fournit à son maître une nouvelle provision d'or et d'argent, puis l'envoya 3000 en avant dans son voyage, moment auquel le prince était à peu près hors de l'odeur du géant. Jack revint alors et laissa sortir le géant du coffre-fort, qui lui demanda ce qu'il devrait lui donner pour empêcher la destruction du château. « Eh bien, dit Jack, je ne veux rien d'autre que le vieux manteau et le vieux bonnet, ainsi que la vieille épée rouillée et les pantoufles qui sont à la tête de votre lit.
dit le géant. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce sont les choses les plus précieuses que j'ai. Le manteau vous gardera invisible. La casquette vous dira tout ce que vous voulez savoir. L'épée coupe en morceaux tout ce que vous frappez et les chaussures sont d'une rapidité extraordinaire. Mais vous m'avez été très utile. Prenez-les donc de tout mon cœur. Jack remercia son oncle, puis partit avec eux. Il rattrapa bientôt son maître et ils arrivèrent rapidement chez la dame recherchée par le prince, qui, trouvant le prince comme un prétendant, lui prépara un splendide banquet. Une fois le repas terminé, elle lui dit qu'elle avait une tâche à lui confier. Elle lui essuya la bouche avec un mouchoir en disant : « Il faudra que tu me montres ce mouchoir demain matin, sinon tu perdras la tête. » Sur ce, elle le mit dans son sein. Le prince se coucha avec une grande tristesse, mais le savoir de Jack lui indiqua comment l'obtenir. Au milieu de la nuit, elle fit appel à son esprit familier pour la porter jusqu'à Lucifer. Mais Jack enfila son manteau de ténèbres et ses chaussures de rapidité, et fut là dès qu'elle fut là. Lorsqu'elle entra chez l'ancien, elle donna le mouchoir au vieux Lucifer, qui le posa sur une étagère, d'où Jack le prit et l'apporta à son maître, qui le montra à la dame le lendemain et lui sauva ainsi la vie. Ce jour-là, elle embrassa le prince et lui dit qu'il devait lui montrer demain matin les lèvres qu'elle avait embrassées la nuit dernière, sous peine de perdre la tête. Ah, il a répondu, si vous n'embrassez que le mien, je le ferai. Ce n'est ni ici ni là, dit elle. Si vous ne le faites pas, la mort est votre part. À minuit, elle partit comme avant et se fâcha contre le vieux Lucifer d'avoir laissé tomber le mouchoir. Mais maintenant, dit-elle, je serai trop dure pour le fils du roi, car je vais t'embrasser, et il doit me montrer tes lèvres. Ce qu'elle fit, et Jack, alors qu'elle n'était pas là, coupa la tête de Lucifer et la porta sous son manteau invisible à son maître, qui le lendemain matin la retira par les cornes devant la dame. Cela a brisé l'enchantement et l'esprit maléfique l'a quittée, et elle est apparue dans toute sa beauté. Ils se marièrent le lendemain matin et se rendirent peu après à la cour du roi Arthur, où Jack, pour ses nombreux grands exploits, fut nommé l'un des chevaliers de la table ronde. Jack se remit bientôt à la recherche de géants, mais il n'avait pas parcouru bien loin, lorsqu'il aperçut une grotte, près de l'entrée de laquelle il aperçut un géant assis sur un bloc de bois, avec une massue de fer nouée à son côté. Ses yeux à lunettes étaient comme des flammes de feu, son visage sombre et laid, et ses joues comme deux gros morceaux de lard, tandis que les poils de sa barbe ressemblaient à des tiges de fil de fer et les mèches qui pendaient sur ses épaules musclées étaient comme des flammes de feu. Comme des serpents enroulés ou des vipères sifflantes. Jack descendit de cheval, et, revêtant le manteau noir, s'approcha du géant et lui dit doucement : « Oh! Tu es là, je ne tarderai pas à te prendre par la barbe. » Pendant tout ce temps, le géant ne pouvait pas le voir, à cause de son pelage invisible, de sorte que Jack, s'approchant du monstre, lui frappa la tête avec son épée, mais, manquant son but, il lui coupa le nez. À cela, le géant rugit comme des coups de tonnerre et commença à s'étendre autour de lui avec sa massue de fer comme un fou. Mais Jack, courant derrière, enfonça son épée jusqu'à la garde dans le dos du géant, de sorte qu'il tomba mort. Cela fait, Jack coupa la tête du géant et l'envoya, avec celle de son frère, au roi Arthur, par un chariot qu'il avait loué à cet effet. Jack résolut alors d'entrer dans la grotte du géant à la recherche de son trésor, et, après avoir parcouru de nombreux détours et détours,
Il arriva enfin à une grande salle pavée de pierres de taille, à l'extrémité supérieure de laquelle se trouvait un chaudron bouillant, et à droite, une grande table où dînait le géant. Puis il arriva à une fenêtre fermée par des barreaux de fer, à travers laquelle il regardait et voyait un grand nombre de misérables captifs, qui, le voyant, s'écriaient, « Hélas! Jeune homme, tu es venu pour être un parmi nous dans ce misérable repaire. » Point d'interrogation guillemets double. Oui, dit Jack. Mais je vous prie, dites-moi quelle est la signification de votre captivité? Nous sommes retenus ici, dit l'un, jusqu'à ce que les géants veuillent se régaler, et alors le plus gros d'entre nous est massacré. Et bien des fois ils ont dîné d'hommes assassinés. Dites-le, dit Jack. Et il ouvrit aussitôt la porte et les laissa libres, qui se réjouirent tous comme des condamnés à la vue d'un pardon. Puis fouillant les coffres du géant, il partagea également l'or et l'argent entre eux et les emmena dans un château voisin, où ils se régalèrent et se réjouirent de leur délivrance. Mais au milieu de toute cette gaieté, un messager apporta la nouvelle qu'un certain Thunderdell, un géant à 2 têtes, ayant appris la mort de ses parents, était venu des vallées du nord pour se venger de Jack, et se trouvait à moins d'1 mille du lieu. Château, les gens de la campagne volaient devant lui comme de la balle. Mais Jack n'était pas du tout intimidé et dit, « Laissez-le venir. J'ai un outil pour lui curer les dents. Et vous, mesdames et messieurs, sortez dans le jardin, et vous serez témoins de la mort et de la destruction de ce géant Thunderdell. » Le château était situé au milieu d'une petite île entourée de douves de 30 pieds de profondeur et 20 pieds de largeur, sur lesquelles se trouvait un pont-lévis. Alors Jack employa des hommes pour couper ce pont des 2 côtés, presque jusqu'au milieu. Puis, s'habillant de son manteau invisible, il marcha contre le géant avec son épée tranchante. Bien que le géant ne puisse pas voir Jack, il sentit son approche et s'écria en ces mots, « Fée, fi, et faux, fume. Je sens le sang d'un Anglais. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, je vais broyer son sang. Des os pour me faire du pain. Dites-le, dit Jack. Alors tu es vraiment un monstrueux meunier. » Le géant s'écria de nouveau. « Es-tu ce scélérat qui a tué mes parents? Alors je te déchirerai avec mes dents, je sucerai ton sang et je réduirai tes os en poudre. Vous devrez m'attraper d'abord, dit Jack, et jetant son manteau invisible pour que le géant puisse le voir, et enfilant ses chaussures de rapidité, il s'enfuit du géant, qui le suivit comme un château ambulant, de sorte que les fondations mêmes de la terre semblaient trembler à chaque pas. Jack lui fit faire une longue danse, afin que les messieurs et les dames puissent le voir. Et enfin, pour en finir, il courut légèrement sur le pont-lévis, le géant, à toute vitesse, le poursuivant avec sa massue. Puis, arrivant au milieu du pont, le grand poids du géant le brisa, et il tomba tête baissée dans l'eau, où il roula et se vautra comme une baleine. Jack, debout près des douves, se moquait de lui tout le temps. Mais bien que le géant écuma en l'entendant se moquer et se plongea de place en place dans les douves, il ne put cependant en sortir pour se venger. Jack finit par prendre une corde de charrette et la jeta sur les 2 têtes du géant, et le tira à terre par un attelage de chevaux, puis lui coupa les 2 têtes avec son épée tranchante et les envoya au roi Arthur. Après quelque temps passé dans la gaieté et le passe-temps, Jack, prenant congé des chevaliers et des dames, partit pour de nouvelles aventures. Il traversa de nombreux bois et arriva enfin au pied d'une haute montagne. Ici, tard dans la nuit,
Il trouva une maison isolée et frappa à la porte qui fut ouverte par un vieil homme à la tête blanche comme neige. Père, dit Jack, pouvez-vous héberger un voyageur ignorant qui s'est égaré? Oui, dit le vieil homme. Vous avez raison. Bienvenue dans ma pauvre chaumière. Sur quoi Jack entra, et ils s'assirent ensemble, et le vieil homme commença à parler ainsi. Mon fils, je vois à ta ceinture que tu es le grand conquérant des géants, et voici, mon fils, au sommet de cette montagne se trouve un château enchanté. Celui-ci est gardé par un géant nommé Galigantua, et lui, avec l'aide d'un vieux prestidigitateur, trahit de nombreux chevaliers et dames dans son château, où, par l'art magique, ils sont transformés en formes diverses. Mais par-dessus tout, je pleure pour la fille d'un duc, qu'ils allèrent chercher dans le jardin de son père, la transportant dans les airs sur un char en feu tiré par des dragons de feu, puis l'enfermant dans le château et la transformant en biche blanche. Et bien que de nombreux chevaliers aient essayé de le faire, briser l'enchantement et opérer sa délivrance, mais personne ne pouvait l'accomplir, à cause de 2 terribles griffons qui sont placés à la porte du château et qui détruisent tous ceux qui s'approchent. Mais toi, mon fils, tu peux passer près d'eux sans être découvert, ou sur les portes du château vous trouverez gravé en grosses lettres comment le charme peut être rompu. Jack tendit la main au vieil homme et promit que demain matin il risquerait sa vie pour libérer la dame. Au matin, Jack se leva, enfila son manteau invisible, sa casquette magique et ses chaussures, et se prépara pour la mêlée. Or, lorsqu'il eut atteint le sommet de la montagne, il découvrit bientôt les 2 griffons fougueux, mais les dépassa sans crainte, à cause de son pelage invisible. Lorsqu'il les eut dépassés, il trouva sur les portes du château une trompette d'or suspendue par une chaîne d'argent, sous laquelle étaient gravées ces lignes. Celui qui sonnera de cette trompette, le géant renversera bientôt, et brisera tout droit le noir enchantement. Point. Ainsi, tout sera dans un état heureux. Jack n'avait pas plutôt lu ceci qu'il sonna de la trompette, ce qui fit trembler le château jusqu'à ses vastes fondations, et le géant et le prestidigitateur étaient dans une horrible confusion, se mordant les pouces et s'arrachant les cheveux, sachant que leur méchant règne était terminé. Alors le géant se baissant pour prendre sa massue, Jack lui coupa la tête d'un seul coup. Sur quoi le prestidigitateur, montant dans les airs, fut emporté dans un tourbillon. Puis l'enchantement fut rompu, et tous les seigneurs et dames qui avaient été si longtemps transformés en oiseaux et en bêtes reprirent leur forme, et le château disparut dans un nuage de fumée. Ceci fait, la tête de Galigantua fut également, de la manière habituelle, transportée à la cour du roi Arthur, où, dès le lendemain, Jack le suivit, avec les chevaliers et les dames qui avaient été délivrés. Sur quoi, en récompense de ses bons services, le roi persuada le duc de donner sa fille en mariage à l'honnête Jack. Ils étaient tellement mariés, et tout le royaume était rempli de joie lors de ce mariage. De plus, le roi donna à Jack un noble château, auquel appartenait un très beau domaine, où lui et sa dame vécurent dans une grande joie et un grand bonheur tout le reste de leurs jours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.